Mesdames et messieurs, bienvenue à cette commémoration virtuelle des patriotes du Rassemblement pour un pays souverain. Permettez-moi de me présenter, je suis Olivier Lécuyer et je serai l'animateur de cette activité. C'est en hommage aux patriotes de 1837-1838 que cette commémoration tient sa raison d'être. Nous voulons nous souvenir du sacrifice de ces hommes et de ces femmes qui ont donné leur vie pour un idéal de liberté, de démocratie et pour l'indépendance politique du Québec. Patriotes de 1837 et 1838, nous vous saluons. Pour débuter, nous allons procéder au traditionnel salut au drapeau du Québec et celui des patriotes, et nous observerons un moment de silence à la mémoire de nos patriotes qui ont sacrifié leur vie, et aussi pour nos militants disparus durant la dernière année, en particulier Raymond Lévesque, Claude Jasmin et Jean Rochon, ancien ministre de la Santé. J'inviterai maintenant le président du Rassemblement pour un pays souverain, M. Benoît Roy, à procéder au salut au drapeau. Drapeau du Québec, salut. À toi mon respect, ma fidélité, mon amour. Vive le Québec, vive son drapeau. Drapeau tricolore des patriotes, salut. À toi mon respect, ma fidélité, mon amour. Vive les patriotes de Papineau, vive la mémoire des femmes et des hommes de 37-38, vive la République du Québec. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette commémoration virtuelle des patriotes de 1837 du Rassemblement pour un pays souverain. Dans un premier temps, je voudrais remercier chaleureusement notre animateur, M. Olivier Lécuyer, pour son engagement patriotique, puisqu'il a animé plusieurs années le traditionnel Dîner des Patriotes à Saint-Ours. Merci, M. Lécuyer. Je voudrais saisir l'occasion également pour remercier les bénévoles du Rassemblement pour un pays souverain qui ont contribué à la réalisation de cette émission, M. Adrien Lorion, concepteur graphique, et M. Martin Lamontagne, vidéaste. Merci. Mes remerciements aussi vont aux participants de cette soirée. Au premier chef, M. Stéphane Kelly, qui fera l'adresse de M. Pierre Schneider, le lauréat du Grand Prix littéraire de la presse québécoise, pour son livre « La République assassinée » de Daniel Johnson, un livre que je vous recommande fortement. Et je remercie également la participation d'un historien qui nous parlera, qui traitera du sujet de Louis-Joseph Papineau, puisque ce sera le 150e anniversaire de son décès cette année, M. Émile Grenier-Robillard. Merci, M. Grenier-Robillard. Cette commémoration des patriotes nous permet d'exercer notre devoir de mémoire, comme nous le faisons depuis plus de 20 ans. Ce devoir de mémoire est très important pour que nous n'oublions jamais ce que les patriotes ont fait pour la nation québécoise et ce qu'ils ont légué. Mesdames et messieurs, je vous souhaite de passer une très bonne soirée. Merci. Merci, M. Roy, pour ce discours et ces bons mots. Notre prochain invité est un historien spécialisé en histoire de France et du Québec. Détenteur d'une maîtrise en histoire de la Sorbonne, il enseigne au niveau collégial et secondaire. Il est également membre de la Société de reconstitution du Bas-Canada. Mesdames et messieurs, accueillons M. Émile Grenier-Robillard. Alors bonjour tout le monde, merci pour l'invitation au RPS et pour ces bons mots. Alors, 150 ans plus tard, la mémoire de Papineau est encore un mystère pour nombre de Québécois et de Québécoises. Elle souffre d'un grand paradoxe.
c'est le personnage sans doute le mieux connu de cette époque. On a sur lui des tonnes et des tonnes d'écrits. Mais en même temps, c'est un des moins connus parce que beaucoup de ces écrits ont été faits par des gens qui tentaient de se disculper après leur participation aux rébellions patriotes ou qui cherchaient à imposer une vision de l'histoire qui correspondait à leurs objectifs politiques post-rébellion. Que ce soit, on peut penser aux La Fontaine, aux gens qui voulaient établir un gouvernement sous l'acte d'union. On se retrouve donc avec un personnage dont tout le monde connaît le nom, mais dont peu de personnes connaissent la réalité. Et ce Papineau souffre d'un autre enjeu. On voit en lui le père de la nation. Avec raison, je me permets d'ajouter. Mais on lui fait énormément de reproches. Une grande légende noire existe autour de Papineau. On parle de la fuite à Papineau, on parle, pour se moquer de quelqu'un qui se sentirait supérieur aux gens, on souligne son anticléricalisme, son côté hautain, son antiféminisme est souvent mis de l'avant. Son grand crime, en fait, est que dans un univers dans lequel les révolutions françaises et américaines étaient omniprésentes et étaient source d'inspiration pour les patriotes, on aurait voulu de lui qu'il soit Jefferson, Franklin ou Washington. On aurait voulu de lui qu'il soit Lafayette, Sieyès et Bonaparte, dans le même homme. Ce n'était pas possible. Néanmoins, son parcours incarne le Québec d'une manière qui n'est pas que de son époque. Encore aujourd'hui, on peut voir dans le parcours de Louis-Joseph Papineau un parcours qui explique un peu qui nous sommes et ce que nous devons être. Alors, si vous le voulez, on va essayer de passer ensemble à travers la vie de Papineau en jetant un regard sur son époque et sur les rébellions qui seront à tout jamais reliées à son nom. Louis-Joseph Papineau est né le 7 octobre 1786. Il est le fils de Joseph Papineau, déjà homme politique bien connu au Bas-Canada, et Rosalie Chérier, une fille de la haute bourgeoisie canadienne de l'époque. 1786. Il n'est donc pas né sous la Nouvelle-France, ni sous une Amérique du Nord britannique unifiée. Il est né après la Révolution américaine. Et cette date est importante parce qu'on voit chez lui cette nouvelle génération de Canadiens qui vont essayer de vivre dans un monde britannique. Et ce fait va avoir une profonde influence sur Louis-Joseph. Il va faire des études de droit. Il va évidemment sortir avec distinction, la tête à Papineau n'étant pas une invention ou une belle expression, mais c'était réellement un étudiant brillant, même si parfois il était un peu désintéressé de l'école. Donc pour ceux qui ont de la misère à trouver leur place en classe, accrochez-vous, vous allez la trouver un jour. Et il est élu rapidement, à 22 ans, dans le comté de Kent, comme député. Et il faut voir en quelle année il est élu. 1808, en pleine guerre napoléonienne. Alors que le gouverneur général du Bas-Canada à l'époque s'appelle le gouverneur Craig, James Craig, un francophobe fanatique, voyant des agents de Napoléon partout et en chaque Canadien, un Français prêt à se révolter à la moindre apparition d'un drapeau tricolore. Craig va mener une guerre sans merci aux élus canadiens, faire fermer des journaux, et c'est dans ce contexte que Papineau commence à devenir député. Il apprend son métier et il sert à l'époque, ce qui peut nous paraître étonnant aujourd'hui, de caution loyaliste au Parti canadien. C'est en effet un grand admirateur des institutions britanniques. Loin du Papineau de cet âge-là de penser à la République ou à l'indépendance, il est fermement convaincu que la monarchie parlementaire britannique est le meilleur régime possible pour ses compatriotes. Il se fera même remarquer jusqu'à Londres en écrivant un texte enflammé, critiquant la France de Louis XV et l'Ancien Régime et vantant les mérites d'un gouvernement d'une monarchie constitutionnelle. Il servira même également lors de la guerre de 1812 aux côtés de plusieurs des autres leaders patriotes au sein de la milice canadienne et il acquérera non seulement une réputation de loyalisme à toute épreuve, mais aussi une expérience militaire qui pourra lui servir par la suite. Après la guerre, il continue son travail de député et il rencontre Julie Bruneau, qui deviendra évidemment Julie Papineau, qui lui donnera 9 enfants. Au-delà de la petite histoire, ce que nous connaissons de mieux de Papineau, c'est sa correspondance avec son épouse. Parce que tous les autres textes, j'en parlais en début d'émission, sont sujets à caution.
Veut-on charger Papineau, l'accuser, se disculper? Alors que ses lettres et ses écrits privés avec sa femme montrent un homme qui va évoluer, qui va changer d'opinion et qui va, comme la majorité de ses compatriotes, se faire sa propre tête. La rupture avec le régime britannique est graduelle. Elle commence en 1822. Qu'est-ce qui arrive en 1822 rapidement? C'est que les Canadiens apprennent avec stupéfaction que des émissaires de la clique de marchands qui dominent Montréal, anglophones évidemment, est arrivé à Londres pour défendre un projet d'union, sans évidemment en avoir prévenu personne dans la colonie, et donc sans approbation de l'Assemblée. Et ce projet d'union vise à mettre les Canadiens français en infériorité, de les inonder dans une colonie britannique en leur retirant le droit de vote et en s'assurant que les intérêts de l'oligarchie britannique soient les seuls pris en compte par le gouvernement colonial. Papineau et son confrère Nelson sont donc envoyés rapidement à Londres pour aller combattre ce projet et réussiront à inquiéter, disons, le Parlement britannique en leur présentant l'opposition unanime des nouveaux sujets français de la couronne britannique à ce projet. Néanmoins, l'inquiétude s'installe. Papineau se sent profondément trahi par des institutions qui n'ont pas pu empêcher cette démarche selon les lois de l'époque et qui l'ont simplement acceptée parce qu'elle venait de Britanniques. Et en étant à Londres, il peut voir de lui-même ce qu'est vraiment le régime britannique. Ce magnifique projet constitutionnel rêvé dans sa jeunesse est en fait un projet hypocrite, un projet avec de profondes inégalités sociales qui viennent choquer ce fils de Montréal et qui commence vraiment à le faire s'interroger sur d'autres institutions qui seraient peut-être meilleures ou plus adaptées en tout cas pour ses compatriotes. C'est à ce moment que Papineau délaisse son côté loyaliste pour se transformer en républicain. De retour au Bas-Canada en 1825, il reprend la tête du parti fondé par son père, le Parti canadien, et le transforme en parti patriote. C'est vraiment à ce moment-là qu'on voit les députés commencer à mettre de l'avant des projets beaucoup plus progressistes, beaucoup plus réformateurs et beaucoup plus démocrates. Le premier conflit, c'est la crise des subsides. D'autres historiens que moi vous en parleront, ce n'est pas notre sujet ici, mais ce qu'il faut comprendre, ce qui est important de comprendre, c'est que la légitimité démocratique incarnée par l'Assemblée, dont le président, Papineau, se veut le porteur, est combattue par la légitimité monarchique de l'élite anglaise qui domine la colonie. Et cette crise, se demandant qui du gouverneur ou de l'Assemblée a le dernier mot sur les finances, laissera de profondes marques sur les patriotes et sur les Canadiens en général. Et commenceront justement cette démarche vers les rébellions de 1837-1838. Le Parti patriote remporte la crise des subsides. Le gouverneur d'Alousie est rappelé. Et on peut se dire à ce moment-là que tout est bien dans le meilleur des mondes. Les institutions britanniques ont survécu, les démocrates l'ont emporté, les réformes s'en viennent. Eh bien non. Porté par ce succès, Papineau va amener plusieurs lois, dont plusieurs font encore écho aujourd'hui. Il milite pour une école laïque, contre la corruption, les privilèges et les monopoles, pour une réforme judiciaire, pour le contrôle des banques par les assemblées et pour l'égalité de tous, quelle que soit leur religion, devant les lois. C'est d'ailleurs à son instigation que les Juifs recevront le droit de vote dans l'Empire britannique, les premiers de tout l'Empire. Cette loi fera même modèle pour toutes les autres colonies britanniques dans le monde. Mais portés par ce vent progressiste, les patriotes sont une machine redoutable à gagner les élections. Prenons l'élection de 1834, où ils font élire 77 députés sur 88. Fort de cette légitimité, Papineau décide de frapper un grand coup. Le Parti patriote fait adopter 92 résolutions. On a beaucoup parlé de ces 92 résolutions-là et elles sont fort intéressantes, mais je vous en déconseille la lecture. Elles sont dans un style très emphatique, très ampoulé. Elles ont été modifiées en assemblée générale partout parce que la spécificité des patriotes était leur relation presque fusionnelle avec le peuple. Ces 92 résolutions sont discutées dans les comités, dans chaque comté. Chaque personne peut lui apporter sa pierre, son idée. Donc, entre deux protestations de loyauté envers la Grande-Bretagne,
on demande des trucs absolument incroyables. Que la démocratie soit respectée, que les institutions soient représentatives, que les ministres soient responsables devant le Parlement. Des idées complètement nouvelles. Des idées qui sont parfois pas tout à fait accomplies de nos jours. Néanmoins, tout le monde fait à l'époque confiance aux autorités britanniques. On se dit que le vrai problème, c'est la clique du château, ceux qui gouvernent à Montréal, mais qu'à Londres, les gens vont être convaincus par les arguments des patriotes, qui sont, après tout, presque plus britanniques que les Britanniques de Montréal. Ils demandent vraiment les mêmes droits que les autres sujets britanniques. La douche froide est instantanée. En 1837, en mars, les 10 résolutions Russell sont proclamées par Londres. Il s'agit en gros d'un gros non. Non à toutes les 92 résolutions, non aux gains des patriotes des dernières années, retour sur les gains, et bref, tout le pouvoir est reconcentré dans les mains du gouverneur. Et les choses éclatent. Les rébellions patriotes ont lieu, on vous en a parlé régulièrement, je ne m'attarderai pas sur le sujet. Mais le rôle de Papineau dans ces rébellions est parfois difficile à comprendre. Il est évidemment, on peut le dire, au départ des rébellions, son instigateur. Pourquoi? Parce que, fondamentalement, qu'est-ce que c'est les rébellions? C'est un réflexe d'autodéfense de la population canadienne qui souhaite protéger ses députés. Pourquoi? Parce que Papineau a dû fuir sa maison du marché Bon Secours sous la menace d'une foule anglaise qui voulait le lyncher, le pendre à ses fenêtres, et fuir par la Pointe-aux-Trembles jusqu'à Saint-Denis pour se mettre sous la protection de ses électeurs. L'armée souhaite l'arrêter, met sa tête à prix pour le juger pour trahison. La bataille de Saint-Denis est uniquement une tentative de défendre des députés élus contre une arrestation arbitraire. Il ne faut jamais l'oublier. Papineau n'est pas à la tête de ses hommes à Saint-Denis. D'où certaines hypothèses où on parle de lâcheté ou de fuite de Papineau. Papineau est au contraire envoyé par ses collaborateurs aux États-Unis pour aller chercher l'appui de la Grande République américaine du Sud. C'est un échec. Les Américains du président Van Buren refusant de s'opposer à la première puissance du monde et préférant les profits de leur commerce à la naissance d'une nouvelle république au nord. Papineau passe donc ces années en exil, complètement coupé des autres patriotes qui, devant la montée des violences, se radicaliseront et se sépareront de lui. Il part donc en exil en France, où il attendra de pouvoir rentrer. En France, il rencontrera la grande société et sera même présent aux funérailles de Napoléon. Il rentre désillusionné de l'idée que la France puisse appuyer ses anciens fils, principalement parce que la France de Louis-Philippe avait autre chose à faire que d'affronter la Grande-Bretagne. De retour au Bas-Canada, Papineau est réélu, évidemment, comme député, mais réalise que le monde dans lequel il est décevant, à tout le moins. Les anciens patriotes se sont accommodés de l'acte d'union et cherchent avant tout, autour de La Fontaine, à obtenir des accommodements, des arrangements pour rendre le régime plus tolérable, alors que lui s'y oppose. C'est pour ça que, vers la fin de sa vie, il va évoluer vers, disons, un courant qu'on pourrait appeler annexionniste, croyant que ses compatriotes avaient plus d'avenir comme membres de la République américaine que de l'Empire britannique. Il décédera en 1854 dans son manoir de Montebello et laissera derrière lui non seulement une postérité nombreuse, mais un souvenir vraiment précieux pour ses compatriotes. C'est que Louis-Joseph Papineau est réellement ce qu'on pourrait appeler le père de la nation. Jamais un homme a pu incarner comme lui les aspirations, les volontés, les espoirs et les peurs de ses compatriotes. Plusieurs s'y sont essayés. Mercier, Bourassa, Duplessis, René Lévesque. Beaucoup aujourd'hui cherchent à avoir également dans le premier ministre Legault cette espèce d'incarnation d'une nation que peu de personnes peuvent incarner. Si on lit le rapport Durham, au-delà des insultes envers notre nationalité, on y voit vraiment une volonté de briser l'unité du peuple autour de Papineau. C'est vraiment un des objectifs principaux du rapport Durham. Il veut diviser les Canadiens, comme tous les peuples, entre conservateurs et libéraux, entre progressistes et réactionnaires. Il ne veut pas d'un peuple, il ne comprend pas la possibilité qu'un peuple puisse se reconnaître en un homme
et en face une incarnation de ses volontés. Papineau, aujourd'hui, est un symbole. Un symbole dont on ne sait que faire. Un symbole souvent décrié, souvent admiré, mais un symbole qui devrait nous rappeler plusieurs choses. Que nous sommes capables du meilleur et que nous avons tous au fond de nous la tête à Papineau. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Grenier-Robillard, pour cette allocution captivante. Dans la foulée de cette commémoration patriotique, le Rassemblement pour un pays souverain a pris la décision de couronner l'œuvre d'un auteur québécois s'étant distingué par son originalité et son talent. Ce prix porte le nom ce soir de Grand Prix littéraire de la presse québécoise, mention spéciale, et est décerné à M. Pierre Schneider pour son livre « La République assassinée » de Daniel Johnson. Pour nous dire tout le bien qu'il pense de l'auteur et de son œuvre, j'invite M. Stéphane Kelly, sociologue et enseignant au Cégep de Saint-Jérôme, à nous le présenter. Alors, bonjour à tous. J'ai accepté de dire un mot, de rendre un bref hommage à Pierre Schneider, parce que c'est un homme qui a marqué l'histoire du Québec depuis les années 60 de différentes façons. Il y a comme une certaine coïncidence aujourd'hui. Le président d'Air Canada, Michael Rousseau, a fait une déclaration pour dire qu'on n'avait pas besoin de connaître le français pour vivre à Montréal. Ça rappelle la vieille déclaration de Donald Gordon en 1962, une année avant le début du FLQ. Donc, le Québec, aujourd'hui, est encore une société qui est façonnée par le colonialisme. Alors, Pierre Schneider, évidemment, beaucoup de gens savent que ça a été un homme d'action. Pierre a été, dans sa jeunesse, un acteur du RIN. Il a été un acteur aussi de la première cellule du Front de libération du Québec. Et à partir des années 60, Pierre a commencé son métier de journalisme. Donc, il a commencé dans les faits divers. Ensuite, il s'est lancé dans une carrière de journaliste comme dans le journalisme judiciaire. Et jusqu'au début des années 2000, il a été journaliste dans différents médias, dans différents journaux québécois. Et donc, c'est un journaliste qui a marqué le Québec, par son travail de journaliste et par son engagement pour la cause du Québec. Alors, donc, c'est un indépendantiste qui est resté fidèle à ses idées durant toute sa vie. Et donc, je suis très content que le Rassemblement pour un pays souverain lui rende hommage parce que le parcours de Pierre est extrêmement intéressant et il est important évidemment, pour les jeunes générations de souverainistes. Je vais vous parler un petit peu de son dernier livre que j'ai lu dans les dernières semaines et qui m'a beaucoup plu. Alors, le livre s'appelle « La République assassinée » de Daniel Johnson. Alors, je vais vous parler brièvement de 3 idées importantes que j'ai trouvées assez intéressantes dans ce livre-là. Donc, d'abord, j'encourage tout le monde à lire ce livre-là parce qu'on y apprend des choses. Moi, il y a une trentaine d'années, quand j'ai commencé à m'intéresser à l'histoire politique du Québec, j'ai beaucoup lu sur le FLQ, sur le mouvement indépendantiste. Et donc, j'ai appris de nouvelles choses dans ce livre-là. Premièrement, il y a des chapitres importants qui amènent des faits nouveaux concernant l'infiltration du FLQ, du RIN, du Parti québécois durant l'histoire de ces formations-là. Donc, Pierre amène des faits nouveaux
qui attestent d'une infiltration importante par les services secrets américains, canadiens et français. Alors ça, franchement, j'ai trouvé des choses, en tout cas, qui étaient nouvelles pour moi. Et ces nouveaux faits-là soulèvent des questions extrêmement intéressantes et j'espère que dans les universités, les jeunes chercheurs vont se pencher sur les hypothèses qui ont été soulevées dans ce livre-là par Pierre. Ensuite, j'ai trouvé extrêmement intéressant le portrait qu'il dresse de Daniel Johnson, père, à la fin de sa vie, dans les dernières années de sa vie politique comme premier ministre. Pierre souligne des faits intéressants qui montrent que Johnson était sérieux dans son désir d'amener le Québec vers une forme d'autonomie extrêmement importante, voire de souveraineté. Que ça, évidemment, ça ne plaisait pas au régime colonial canadien. Et j'ai trouvé ça intéressant, par exemple, les complicités qu'il y avait entre des gens autour de Johnson et certaines personnes au sein du RIN. Donc, c'est des choses pour moi qui étaient complètement nouvelles. Et troisième élément intéressant et important du livre, et c'est peut-être la partie la plus controversée, Pierre amène des éléments nouveaux par rapport à la thèse du décès de Daniel Johnson, qui serait peut-être un assassinat, un empoisonnement. Okay? Alors, ça ici aussi, il y a des faits nouveaux qui sont amenés. Et je pense que ça sera un devoir pour des chercheurs dans les prochaines années d'aller plus loin dans l'exploration de la fin tragique et de la fin assez intrigante de la carrière de Daniel Johnson. Okay? Alors vraiment, là, ce livre-là, il regorge d'informations intéressantes. Certaines sont nouvelles. Et puis, je veux saluer Pierre Schneider pour sa persévérance. Je pense que beaucoup de gens savent qu'il combat un cancer présentement et c'est tout à son honneur d'avoir mené cette enquête-là jusqu'au bout. Alors, Pierre, je te félicite pour ce que tu as fait et puis ce que tu as développé comme point de vue sur le Québec. Depuis une quarantaine d'années, je pense qu'il y a des gens dans les collèges, les universités qui vont prendre plaisir à enseigner ça. Alors, félicitations et merci. Monsieur Pierre Schneider, au nom du Rassemblement pour un pays souverain, j'ai l'immense honneur de vous remettre le Grand Prix littéraire de la presse québécoise, mention spéciale, pour votre livre « La République assassinée de Daniel Johnson ». Félicitations, Monsieur Schneider. Merci beaucoup. Merci, j'apprécie énormément. Félicitations. Merci. Je tiens à remercier particulièrement Stéphane Kelly, sociologue et professeur de renommée, qui s'intéresse beaucoup au projet républicain. Et je voulais dire en passant que moi, l'idéal républicain, c'est un sujet qui m'intéresse énormément, sur lequel j'ai beaucoup lu, et sur lequel je déplore que les mouvements indépendantistes n'aient pas fait la promotion depuis 50 ou 60 ans. On a beaucoup parlé d'indépendance, mais on n'a jamais axé le discours sur les vertus de la République. Alors, il y a des nouveaux historiens, sociologues, depuis quelques années, dont Marc Chevrier, entre autres, qui travaillent dans ce sens-là. Et moi, je pense que c'est très important. Parce que le jour où les Québécois vont réaliser qu'ils ont le choix entre la République, ne pas confondre, comme le font certains, avec les républicains américains, là, mais la res publica, la chose publique qu'on reprend en main et qu'on redonne aux citoyens, je pense que les Québécois qui sont en majorité contre la monarchie vont réaliser que notre projet, ça a beaucoup d'allure. Bon, je remercie également Benoît Roy. C'est un homme tellement dévoué depuis plusieurs années qui s'occupe en tant que président du Rassemblement pour un Québec souverain à promouvoir l'idée de l'indépendance,
à organiser des soupers de patriotes, à remettre des prix et à... C'est un homme qui vraiment, je l'admire et je le remercie. Son geste là, de me remettre le prix de la littérature québécoise de journalisme me touche énormément. Ça me touche d'autant plus que je dois vous dire que, comme l'a mentionné Stéphane, mes jours sont comptés. J'ai vu mon médecin ce matin et il ne me donne pas plus que 6 mois à vivre. Fait que j'entends en profiter, puis j'espère pouvoir compléter mes recherches parce que mon livre, comme l'a mentionné Stéphane, il n'est pas complet. Il ne sera jamais complet. Et j'espère que d'autres vont prendre la relève. C'est un casse-tête, cette affaire-là. Il y a tellement de choses qui ont été cachées aux Québécois que j'en découvre chaque jour, qui ne sont pas dans mon livre. Entre autres, j'en parlais tout à l'heure, que lors du référendum de 1995, qui était chargé par Sheila Copps de coordonner toute l'action clandestine, les fonds secrets, pour combattre l'indépendance du Québec? Un agent des services secrets canadiens qui, soit dit en passant, travaille de concert depuis toujours avec la CIA. Alors ça, ce sont des faits ignorés, puis souvent, quand on en parle des services secrets, on se fait accuser de complotisme. Mais des complots en politique, ça existe. Il y a eu des complots pour tuer Kennedy, il y a eu des complots pour tuer Lumumba au Congo, il y a eu des complots pour tuer Fidel Castro à Cuba. Fait qu'il y en a des complots. Il y en a eu au Québec, il y en a eu au Canada, et c'est pas fini. Bon. Dans mon livre, moi vous dire, je suis tellement honoré de recevoir ce prix-là, parce que moi, très jeune, j'ai adoré écrire et j'ai rêvé de devenir journaliste. J'avais 10-12 ans. Et puis, après ma période révolutionnaire, où je me suis retrouvé au pénitencier de Saint-Vincent-de-Paul pour 3 ans, je suis sorti de prison et puis Pierre Péladeau, qui à ce moment-là était à la tête de nombreux hebdos, m'a donné ma première chance. Ça, je lui en serai toujours reconnaissant. J'ai commencé un journal qui s'appelait Le Samedi. Ensuite, il m'a prêté, entre guillemets, à son ami Raymond Daoust, qui avait un journal policier judiciaire, qui voulait le monter, ce qui est arrivé. Et puis, moi, j'étais là quelques années, mais je rêvais de retourner au Journal de Montréal, où j'avais fait un saut. Et c'est ce qui est arrivé quelques années plus tard, quand j'ai quitté les journaux judiciaires. Et j'ai été engagé au Journal de Montréal, d'abord comme journaliste. Et moi, j'aimais ça comme journaliste, mais un des problèmes dans ma carrière, c'est que je me suis toujours retrouvé comme cadre dans les médias d'information, où j'avais moins la possibilité d'écrire que de gérer des égos de journalistes et des problèmes internes. Et puis d'assigner du monde à écrire, puis à prendre des photos, puis à coordonner, puis tout ça. Alors ça, c'est mon karma. Je me suis toujours retrouvé dans des postes de direction. Alors, au Journal de Montréal, après avoir dirigé les pages culturelles, après avoir fait de l'information, tout ça, je me suis encore retrouvé à la direction de l'information, où j'ai passé les 10-12 dernières années de ma vie. Avant de prendre ma retraite, au début des années 2002-2003. J'ai pris une retraite prématurée, pour des raisons que je n'élaborerai pas ici, c'est trop complexe. Et moi, toutes ces années-là, je n'avais pas la chance d'écrire. Quand tu es pris dans le quotidien, ça se bouscule. Hein? La nouvelle n'attend pas l'autre, puis tu rentres là tôt le matin, tu sors tard le soir, puis les nouvelles se bousculent. Tu n'as pas le temps trop de faire des recherches. Tu prends ce qui passe. Mais moi, j'avais dans la tête depuis des années qui me fatiguait, bien gros, la confidence que j'avais eue d'une femme en 1968, début 69, qui me disait avoir été en présence de Daniel Johnson à la Manicouagan et qu'elle avait été très malade à la suite de l'absorption d'un breuvage alcoolisé.
et puis qu'on l'avait, l'entourage de Johnson l'avait sorti de Manic dans un avion privé, et puis lui avait dit, « Toi, parle plus jamais, t'es jamais venu ici. » C'était bien important parce que M. Johnson, quand même, était marié, puis il fallait pas que personne ne sache qu'elle était là. Moi, à partir de ma retraite, j'ai repris le filon, parce que ça m'avait tracassé pendant tellement d'années, cette histoire-là. Et j'ai commencé à faire des recherches. Premièrement, j'ai essayé de retrouver cette femme-là. Je ne l'ai jamais retrouvée. Probablement qu'elle est morte. En tout cas, si elle n'est pas morte, j'ai fait des recherches partout. J'ai appelé ses anciennes amies, tout ça. Aucune nouvelle, personne. Je sais qu'elle fréquentait le Club Renaissance de l'Union nationale, qu'elle connaissait le frère de Nadine Johnson, Maurice. Ça m'a été confirmé. Et c'était une fille disons, un peu frivole, disons, pour être poli. Et puis, tout en faisant mes recherches là-dessus, moi, j'écris à tous les bureaux du coroner, j'écris aux archives de l'Assemblée nationale. Toutes les réponses, c'est non, on n'a rien. Bon. Évidemment, l'an dernier, avant que je publie mon livre, il y a un dénommé Gaston Deschênes, un historien, qui a travaillé pendant 30 ans à l'Assemblée nationale, qui a sorti de son chapeau un rapport d'autopsie qui aurait été pratiqué à l'hôpital Saint-Sacrement plutôt que dans un bureau du coroner, comme il se doit dans ces circonstances-là. Et puis, l'autopsie aurait été faite en présence de 4-5 témoins, dont des policiers. Moi, je veux bien croire qu'une autopsie a pu être pratiquée. Ça se peut. Mais j'ai demandé... Moi, j'ai écrit plusieurs fois au frère Johnson, surtout à Pierre Marc, ancien chef intérimaire du Parti québécois, pour demander des informations, pour l'informer de mes recherches et d'avoir plus de précision. Pierre Marc Johnson, jamais n'a daigné me répondre, jamais ne m'a donné d'accusé de réception. D'ailleurs, comme jamais il est allé à Saint-Ours pour recevoir le prix où on honorait son père, qui avait écrit « Égalité ou indépendance » en 2017, en présence d'Antonio Flamand, un ex de l'Union nationale. Alors, les frères Johnson, comme je l'ai écrit dans mon livre, ont été carrément achetés par Paul Desmarais, c'est clair. Bon, moi, je ne suis pas gêné de le dire, là, c'est ça. Alors, tout ça pour dire que, moi, les rapports de toxicologie, je n'ai jamais vu. Et c'est ça qui est important. Bon, je ne vais pas m'attarder trop sur Janet Johnson, bien que le titre de mon livre porte sur la République assassinée de Janet Johnson. Pourquoi ce titre? Parce que Janet Johnson avait dans ses cartons un projet de République de concert avec le général de Gaulle. Et puis, la clé de voûte de l'essor économique d'un Québec indépendant, République, qui devait sortir de ça, c'était une exploitation des richesses très fortes de l'uranium québécois. Certains me disent qu'il n'y en a pas d'uranium au Québec. Pardon, moi j'ai fait des recherches depuis les années 40-50. On a découvert des gisements d'uranium qu'on garde fermés. Il y en a, puis ils savent. Puis ils savent depuis longtemps. Alors, De Gaulle le savait, et De Gaulle, qui avait quitté l'OTAN, avait besoin d'uranium parce qu'il était boycotté partout par l'OTAN et les pays de l'OTAN, dont le Canada, les États-Unis, etc. Alors, voilà. Alors, Daniel Johnson meurt après avoir été harcelé d'une façon odieuse par Paul Desmarais jusqu'à sa mort. Et puis... ça, c'est la partie Johnson de mon livre. Mais il y a une autre partie très importante qu'il ne faut pas négliger. C'est l'histoire des mouvements indépendantistes québécois, dont le FLQ, que j'ai fait partie du FLQ, je l'ai déjà dit. J'ai été condamné pour ça et je n'en ai aucune honte. J'en suis même très fier parce que j'ai combattu pour mon pays, comme... dans nombre de pays qui voulaient se libérer du joug colonialiste. Ça fait partie du jeu. Bon. Alors, j'ai beaucoup réfléchi à la suite de cette condamnation,
Ça m'a pris beaucoup d'années de recherche intensive et de ramasser, de ramener des morceaux du casse-tête pour en venir, il y a quelques années, pas si longtemps que ça, à la conclusion qu'on avait été complètement manipulé de A à Z par les services secrets canadiens et la CIA. Ça, c'est pas une petite accusation, elle est très grave, j'en suis conscient. Mais dans mon livre, j'apporte beaucoup d'éléments de preuve qui sont à compléter. J'ai réussi à avoir quelques témoignages, parce que j'ai quand même développé des sources au fil des ans, et puis je m'en suis servi. Et puis, jamais je les trahirai, mais j'ai vu des documents vraiment troublants, comme j'en découvre encore aujourd'hui, comme j'ai découvert cette semaine que 2 jours, 2 jours après la mort de Johnson, à Paris, à l'ambassade du Canada, l'ambassadeur Jules Léger, un partisan du Canada uni qui a combattu terriblement l'idéal de l'indépendance du Québec, était en compagnie de Jean-Pierre Goyer, un autre beau moineau, qui lui aussi est qualifié de Top Gun par le Canada, le policier numéro 1 pour combattre l'idéal québécois. Les deux se retrouvent à Paris le 30 octobre 1968. Et qu'est-ce qu'ils se font? Ils font un deal avec Paris pour vendre de l'uranium parce qu'il dit Johnson est mort, il va être remplacé par un fédéraliste et c'est fini. Nous autres, on va prendre la relève. Alors, ce sont tous des petits éléments qu'il faut rassembler. J'ai pas fini, c'est pas fini. Le travail de mon livre, là, c'est une base pour les historiens, pour les chercheurs, pour les étudiants. Et j'espère qu'on va s'en servir puis qu'on va pousser la recherche. Parce que ça vaut la peine. On s'est fait avoir de A à Z par les forces fédéralistes, par Ottawa, par les services secrets, par les éléments occultes, par le vote anglophone, comme disait M. Parizeau, il a employé le terme ethnie, qui n'était pas bien accueilli. Mais s'il avait dit le vote anglophone, je pense que ça aurait passé. Et l'argent, qui est indéniable. Alors, évidemment, c'est son entourage le poignardé dans le dos, mais parce qu'aujourd'hui, quand on n'est pas bien pensant, on se fait poignarder dans le dos. Triste époque que la nôtre. Alors moi, il ne me reste pas tant de temps à vivre, puis je vais continuer à dire tout ce que je pense, sans restriction, sans censure, et il n'y a personne qui va me fermer la boîte. Alors, je vous remercie beaucoup pour ce prix. Je l'apprécie, ça me fait chaud au cœur. Puis, c'est ça. Merci. Merci, messieurs Kelly et Schneider. Alors voilà qui met fin à cette activité patriotique. Nous tenons à remercier messieurs Grenier, Robillard et Kelly pour leur participation à l'événement et à féliciter encore une fois le lauréat, M. Schneider, pour ce livre dont nous encourageons la lecture pour l'avancement de notre cause nationale. Nous espérons que cette activité virtuelle vous a plu et nous vous remercions d'avoir été là. Bien sûr, nous vous disons à la prochaine. Vive la liberté, vive l'indépendance.